Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on accueille des hommes qui, pour moi, sont des héros de cette société. Vraiment, ils ont inspiré énormément de personnes et surtout le milieu du cinéma, car leur histoire a été transformée en fiction et a été interprétée par des icônes du cinéma français. Vincent Cassel, Rita Kateb et encore d'autres comédiens que je peux citer tellement la liste est longue. Du coup, un duo qui depuis plus de 20 ans, qui nous ont montré que peu importe les origines, peu importe la religion, peu importe les idéologies qu'on peut avoir, ont donné un vrai sens au mot vivre ensemble. Il y a aussi une personne qui est justement un réalisateur qui va nous parler justement de l'amour de sa vie, de comment en fait il est tombé amoureux d'une chose qui a changé toute sa vie, qui est sa caméra. Je me trompe pas, Tariq? Ils sont au cœur justement de l'association Le Silence des Justes qui est dédiée à la cause de l'autisme en France. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour les hommes qu'on appelle Stéphane Benamou, Tariq Ben Salah et Daoud Tatou. Oh, oui, vous pouvez. Du coup, comment vous allez? Alhamdulillah. Ça va bien. Très bien. J'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu. Ouais. J'espère que vous allez très très bien. Il faut savoir que pour moi, c'est vraiment un honneur de vous avoir justement au cœur de l'Actu Clap. Il faut savoir que l'Actu Clap, en fait, on a tendance à accueillir des personnes, les valoriser par rapport à leur parcours. C'est un média de base qui est 100% cinéma et vous en faites partie. Parce que ce qui s'est passé, c'est que votre histoire, à vous, elle a carrément dépassé les frontières de l'autisme. Elle a carrément touché le cœur des personnes qui suivent le cinéma. Et pour moi, c'est juste un honneur, encore une fois de plus, de vous avoir. Et l'objectif, vraiment, c'est de mettre votre association, vous en avant, parler de votre parcours. On va parler, en fait, retracer vraiment toute votre histoire et justement parler aussi du documentaire que Tariq Ben Salah a réalisé. Voilà, et qui sort très très prochainement, normalement d'ici une petite semaine, en avant-première. Et je ne sais pas par contre quand est-ce que ça sort officiellement. Est-ce que ça doit sortir au cinéma ou pas du tout? Non. Ça sort le 7 décembre. Le 7 décembre, mais Au c'est Grand pas une, Rex. c'est une avant-première. C'est une avant-première. Et après, ça sera diffusé sur une... Après, on va essayer de trouver d'autres cinémas, d'autres dates. L'idée, c'est de faire un peu comme hors norme, de faire visiter, Ok. d'embarquer le film partout, quoi. D'accord, donc le film sort très très prochainement au cinéma, au Grand Rex. Veut essayer de venir nombreux parce qu'il reste encore de la place. Vraiment, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre place. Vous ne serez pas déçus. C'est un documentaire qui valorise énormément de choses, qui va parler aussi des parents qui ont des enfants autistes, des personnes qui sont venues d'Afrique vers la France parce que justement leurs enfants, à cause de la culture, sont considérés comme des fois peut-être maudits. C'est encore un c'est un sujet qu'il faut vraiment étudier, travailler, et voilà pourquoi le documentaire a été mis en place. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour commencer cette magnifique interview? Yes. Yes. Par contre, elle nous surveille là-bas. Deux nanas, de la com comme ça. Dis pas ça, dis pas ça. Alors, comme vous le savez, l'autisme en France, c'est plus de 700 000 familles qui sont touchées par rapport à l'autisme. Je vous apprends rien du tout. Moi, ça m'a quand même agréablement surpris parce que c'est vrai que 700 000 personnes, c'est énorme. Et je trouve que malheureusement, il n'y a pas encore assez de visibilité, de lumière par rapport à ça. Et ce que vous avez fait en fait au cœur de votre association, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Et moi, ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a justement donné envie de travailler dans le domaine de l'autisme? Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été suite à une situation particulière? Pourquoi avoir choisi ce domaine? Moi, c'est une rencontre. J'ai pas choisi. C'est pas un choix de vie. C'était pas un choix. Quand j'ai rencontré la première fois un adolescent autiste, je savais pas c'était quoi l'autisme du tout. Donc j'ai rencontré juste un ado. J'étais directeur de centre de vacances et de loisirs. Et on m'a proposé d'en inscrire un qui était autiste et je l'ai reçu avec les parents sans grand espoir. Le comportement, la non-communication. Et après, il s'est trouvé qu'il est venu et puis j'ai changé de camp, en fait. Il y avait un camp, c'est pas un camp, c'était tout le monde était unanime pour dire on lui fait du mal, il n'a pas sa place, c'est des ados, on va faire des sports à sensation, on va faire des sports dangereux, on va faire des sports de montagne, voilà, c'est pas... Et, et du coup, quand j'ai dit, j'étais du côté de Johan, il s'appelle Johan, et j'étais de son côté parce que dans le projet éducatif, justement de la Colomem, c'était le respect de l'autre. Alors, il fallait confirmer cette définition ou pas. Moi, il ne me paraissait pas autre qu'un autre. C'est-à-dire autiste, certes, mais comme je ne savais pas alors ce que c'était l'autisme, j'ai dit, il faut qu'on trouve des solutions. C'est des ados qui ont trouvé des solutions. C'est-à-dire à force de... C'est pas le monde adulte, en vérité, où les parents, qui étaient un peu...
qui n'étaient pas très d'accord non plus avec ce concept d'inclusion à l'époque. On est en 1992. Hein. Et donc, finalement, au bout de 10 jours, l'inclusion, elle marche, elle commence à marcher. Et justement, la première soirée, ils lui font faire une pièce de théâtre qui s'appelle Scène de ménage. Ils font une scène de voyou dans le métro, je me rappellerai toujours. Et en fait, il a le rôle principal, mais il était facile, ils l'ont déguisé en voyou. Et ils ont fait de lui un acteur. Déjà, ça, c'était la première scène que j'ai vue et qui me confortait dans mon choix, contrairement à ceux des autres, au choix des autres. Et donc, j'ai continué, on a continué. Puis après, il est devenu copain avec un groupe d'ados. Et puis, il l'emmenait de partout. Hein, il l'emmenait au rafting, il l'emmenait dans des activités. Il sécurisait complètement son parcours. Et puis, c'était devenu... le centre même du séjour. Il y avait 170 ados. Ils sont tous repartis avec un mot, c'était Johan. Et la lumière sur Johan, c'est pas moi qui éclaire l'autisme, c'est l'autisme qui m'éclaire. Et du coup, cette lumière-là, elle m'a éclairé, elle m'a dit que c'est possible demain, l'inclusion des personnes autistes. Et j'ai ça dans l'ADN et ça bougera plus. Et du coup, toi, Daoud, par quoi ça a commencé? Moi, j'ai commencé par un pari, en fait. J'étais animateur, je faisais des ateliers d'écriture de rap, je faisais du rap à cette époque-là. J'ai rencontré la fille du docteur Moïse Assouline, qui est une personne pour qui j'ai énormément de respect, qui est mon mentor dans le monde de l'autisme. C'est une sommité. Et sa fille m'a dit, est-ce que tu es capable de faire du rap avec des handicapés? Sauf que moi, je pensais que c'était en fauteuil roulant. Elle m'a emmené à l'hôpital de jour où travaillait donc le docteur Assouline. Et ma première rencontre, c'était avec Alexis Tayeb, qui est encore aujourd'hui au Silence des Justes. Et je me suis passionné pour l'autisme parce que je ne comprenais pas comment le cerveau d'un autiste fonctionnait. J'ai commencé mon atelier, on faisait du chant et de la danse. Alexis était très calme et à un moment donné, il a pété les plombs. Et il y avait trois, sont venus, ils l'ont attrapé, ils l'ont contenu, mais très calmement. Et moi, c'était la première fois que je voyais ça, quoi. Je voyais un mec très calme, comme toi, là, et moi. Et à un moment donné, bah, ça part dans tous les sens. Je me dis, mais il est fou, je ne comprends pas pourquoi. Et tu as deux mecs qui arrivent comme des CRS, mais pas du tout des CRS, hyper calmes, ils l'attrapent, ils le contiennent. Et je me rappelle, et je n'oublierai jamais, le regard d'Alexis était livide. Et le regard d'Alexis livide, c'était le regard d'un mort, où il n'y avait rien. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas ne pas comprendre, et quand j'ai des problèmes, j'aime bien les déshabiller et essayer de comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas compris. Donc le monde de l'autisme fonctionne. J'ai compris que c'est un trouble neurodéveloppemental. Ok, très bien, on m'a dit ça. Mais j'ai toujours pas réglé dans la question interne comment on décroche. Voilà, comment on décroche et comment on raccroche. Donc je me suis passionné, y compris pour les cas complexes, parce qu'Alexis était un cas complexe. Et aujourd'hui, je suis toujours stagiaire et je cherche toujours la réponse avec Stéphane. Il y a quelques débuts de réponse, mais pas tout. Donc je cherche encore. Voilà. Tariq, je sais que toi, tu as accepté justement de faire ce documentaire qui est lié dans le domaine de l'autisme. Je pense que si tu as accepté de le faire, c'est forcément parce que c'est un domaine qui t'a parlé et qui a dû te toucher. Ça a été quoi justement, toi, ton premier ressenti quand tu as voulu t'intéresser à ce domaine justement qui est l'autisme? Bah, en fait, moi, ça fait plus de 10-15 ans que je réalise des documentaires, tout ce qui est lié dans le handicap. Moi, mon but, c'est vraiment de banaliser le handicap par l'image. Et avant que je fasse ce documentaire, j'ai eu l'honneur que Daoud et Stéphane me proposent de faire ce documentaire. Je le traitais avant, mais pas dans l'aspect comme celui-ci. C'est-à-dire que là, on parle sur le plan économique, on parle de l'Afrique, on parle de flux migratoires, on parle de l'autisme. Et quand Daoud m'a proposé ça, j'ai dit, on le fait. Ça n'a jamais été traité. Et puis, ça va permettre aussi à des familles de ne pas rater leur vie et de ne pas mettre en difficulté leurs enfants. Donc, je me suis dit, on va le faire. Ça va être un pari très fort. On l'a réussi, on est très content. On est satisfait du résultat. Et c'était un honneur de le faire. Parce que moi, j'avais besoin aussi de raconter quelque chose par ce film et d'y mettre en avant des familles, le silence des justes, parce que c'est eux qui accompagnent et on met en valeur aussi les histoires des familles. Donc, j'étais vraiment très, très content de le réaliser. Même si il n'est pas encore fini, mais... On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il est censé être fini. Il est quasi fini. Ouais. Il est quasi fini. Mais cette envie justement de vouloir banaliser l'handicap par la vidéo, c'est venu de quoi? Tu as forcément eu un déclic, je pense. Ouais, parce que en fait, avant j'étais cadreur. Après, j'ai découvert le monde du handicap par hasard, parce que je cherchais du travail. J'étais tout à fait à l'aise avec le monde du handicap, ça ne me gênait pas. Mais j'avais envie de comprendre. Et voilà, donc moi je voulais vraiment pouvoir m'exprimer. Et je dis souvent que la haine de Mathieu Kassovitch m'a donné envie de réaliser et Toledano et Nakash m'ont donné envie d'écrire.
Et je voulais vraiment pouvoir au moins me dire si demain un jour je meurs, forcément je vais mourir, Ah, tu vas beaucoup. laisser une trace. Rassure-toi, tu Laisser- vas mourir, y a pas de problème. C'est évident, mais le plus tard possible, Oui. en laissant une trace de mes vidéos, parce que je veux contribuer à quelque chose, minime qu'il soit. Et quand vous avez tous les trois justement commencé à travailler dans ce domaine, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début, une incompréhension? Est-ce qu'il y a une expérience qui vous a vraiment marqué dès que vous avez commencé à vous lancer dans ce domaine? Ce qui m'a choqué, c'était moi personnellement, c'était que j'avais jamais entendu le mot autisme. Alors j'étais encore jeune, hein, mais je me suis dit, j'ai pas grandi à l'école avec des autistes. Je me suis dit, on nous cache le problème parce que la première chose que j'ai fait, c'est de me renseigner. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce qu'on a juste un Johan? Et là, du coup, tranquille. Mais c'était même pas reconnu comme un problème de santé publique. C'était ça qui était très grave. Et ça a été reconnu d'ailleurs qu'en 1995. C'est vous dire le retard qu'ont les pays occidentaux. Ah, pas la France, la France elle a du retard, mais tous les pays de la planète ils ont du retard. Et donc c'est ça qui m'a paru qu'on était finalement dans un monde pas seulement obscur et difficile à rentrer en connexion, mais c'était carrément, on l'avait occulté du monde. D'ailleurs, on dit le monde de l'autisme, d'ailleurs on disait le monde de l'autisme, mais c'est vraiment le monde dans un monde, c'est-à-dire un monde à part, il y avait l'autisme et puis il y avait nous. Et c'est qu'en 1995 où en avril, à l'époque c'est Simone Veil qui est ministre de la Santé, avec un circulaire interministériel qui décrète que enfin l'autisme est un problème maintenant de santé publique. Et donc c'est ça qui était très difficile. Et tous les obstacles, évidemment, on les a connus, hein. Daoud il peut vous en raconter beaucoup aussi. Mais je crois que ça a été difficile aussi de parler avec des autorités publiques et des autorités morales aussi, voilà, et qui disaient, ouais, bon, le monde a d'autres problèmes, alors que le problème majeur, c'est de s'occuper des plus souffrants, des enfants. Et je crois que tous ceux qui nous donnent des leçons de morale, de tout ce que vous voulez, ils ont oublié une chose, ils ont oublié même l'essentiel. C'est qu'une société normalement constituée, sa priorité, surtout quand elle est en haut, je m'adresse au plus haut de l'État, hein, sa priorité, c'est les enfants les plus fragiles. Mais c'est toujours pas la priorité des politiques. On ne va pas critiquer les politiques sur la planète entière, ils n'y sont pas. La preuve, c'est qu'après le film hors norme, on nous a connectés avec la planète entière. Dans 53 pays, ils ont vendu ce film, et nous, je crois que les 53 pays, plus de pays d'ailleurs, ils sont tous intéressés à l'histoire de Daoud et moi. Mais heureusement qu'on a fait ce combat. Et heureusement que moi, le jour où j'ai vu Daoud, parce que lui ne me voyait pas, moi j'étais spectateur, je le voyais sur une scène de théâtre, d'ailleurs, théâtre du Lucernaire. Heureusement que j'ai eu une vision, j'ai dit, j'avais besoin d'être connecté avec une personne avec laquelle on allait, je vais dire le mot combattre, même si ce n'est pas une guerre, hein. Si c'est une guerre contre l'autisme en tout cas, mais j'ai dit il faut des forces et des énergies qui vont montrer et démontrer qu'on a tout faux quand on commence pas dans un pays par le plus fragile. Ah, il est fort. Hein. Non, c'est ce que je ressens. Non, c'est là, là, il parle vraiment avec le cœur, ça serait ça totalement. Tu peux pas rebondir parce qu'il dit tout. C'est nickel. Daoud, il en a plus que moi d'ailleurs. Ouais, Et toi, Tariq, c'est toi qui va me fermer la boucle parce que ce reportage-là, il est absolument. Alors, je vais pas parler à la place de Tariq, mais moi, ce que j'ai vu et l'idée même et le scénario, voilà quoi. C'est vrai qu'il faut répondre à la planète entière. C'est ça. Voilà, il faut donner des réponses. Et puis des réponses, voilà. Et Daoud, on a un vécu. On n'est pas des médecins, des scientifiques. On respecte la science, on travaille avec les médecins, mais on a un vécu que personne n'a. Et ce vécu-là, il nous appartient. Et c'est pas l'identité du silence des justes. C'est un vécu de deux personnes. Et ce vécu-là, on le met au service de tout ce qu'on appelle sur la planète autiste. Nous, on n'est pas dans les pays, les frontières, les politiques. On est dans l'autisme. Tous les pays sont confrontés au problème de l'autisme. Oui, c'est un problème qui est planétaire. On a été encore, ça c'est le deuxième choc. Le premier choc, c'était la France, parce qu'on est français. Mais le deuxième choc, c'est de voir que les problèmes, c'est les mêmes dans toute la planète, quoi.
Et encore, c'est une échelle différente en fonction des pays, par Oui, rapport aux la cultures et tout, c'est culture. encore plus compliqué. Oui. Mais c'est intéressant justement que tu assistes en parlant de Daoud. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette rencontre dans ce théâtre où toi, tu étais spectateur, lui ne savait pas que tu le voyais. C'était avant 1996 ou après 1996? C'est après 1996, mais c'est 1998, c'est-à-dire c'est 2 ans après. C'est-à-dire je suis dans tous les débuts. Je n'ai pas encore développé le silence des justes. C'est très récent. Et justement, je cherche d'abord des personnes, oui, des pour pouvoir personnes mettre justement. je cherche des ressources. Et là, j'en trouve une, c'est la plus, c'est celle où on est toujours ensemble. C'est celle, Daoud, c'était la personne avec qui on a pu commencer à aller dans les hôpitaux psychiatriques et à dire non, il ne restera pas à l'hôpital psychiatrique. Mais il faut être deux. Justement, on va en revenir Ouais. sur ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir comment s'est fait votre rencontre. Bah, Quand vous avez commencé à il échanger, est en train- est-ce que toi, Daoud, par exemple, tu as abordé tout de suite à son idée? Comment ça s'est fait en fait votre rencontre? Bah, moi, j'étais sur le pièce de théâtre avec les autistes en train de jouer une scène du mec qui livre une pizza. Et quand il ouvre la pizza, on a peur des Arabes parce que ça peut être éventuellement une bombe et tous les autistes reculent. Et derrière, on fait un texte de vivre ensemble. Et Stéphane, qui connaît le docteur Assouline, puisque le lien entre Stéphane et moi, c'était le docteur Assouline. Et le docteur Assouline lui dit bon, écoute, bosser avec Daoud, ça va être compliqué. Toi, t'es feu, je lui, les musulmans. Voilà. Et Stéphane lui dit non, donne le numéro et ça va le faire. Et donc, je rencontre Stéphane rue Émile Collois à la synagogue, premier étage, et il me dit écoute, voilà, moi j'ai Johan, cas complexe, toi tu connais cas complexe. Il faut que ces jeunes-là s'éclatent, quoi. Et mon objectif, c'est exactement le même que Stéphane, c'est-à-dire faire sortir les jeunes de l'hôpital psychiatrique et tout simplement de les faire kiffer. En fait, au début, on était dans un truc de kiffage. C'est-à-dire que si moi, je fais de l'acrobranche, tu peux en faire aussi. Si je fais du quad, tu peux en faire aussi, et il n'y a pas de raison. Après, ce qui a matché, c'est que pour s'occuper des cas complexes, il faut accepter de ramasser la merde. Et quand je dis ramasser la merde, c'est ramasser la merde. C'est-à-dire essuyer du caca qui n'est pas le tien. Accepter de te prendre des coups qui n'est pas une bagarre. C'est-à-dire que tu viens, tu me tapes, mais je ne peux pas te taper. Ouais, Tu c'est vois, normal, oui, bien sûr. Tu me mordes, mais je ne peux pas te mordre. Tu viens me faire mal à l'intérieur de moi, mais moi, je dois être bon, te contenir et te dire arrête de faire ça. Donc c'est ça, ramasser la merde, c'est pas un sens négatif dans ça. Nos problèmes avec Stéphane, c'est qu'on a vu que les éducateurs, fraîchement diplômés, sortis de l'école d'éduc, 3 ans d'études, te disent moi, je ne suis pas payé pour prendre des coups, ça ne m'intéresse pas. Donc ce jeune-là, il va à l'HP. Sauf que le lien entre Stéphane, c'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure. Son projet pédagogique, lui, dans sa colo, c'était vivre ensemble. Donc, quelqu'un qui vient et te dit mais moi je ne peux pas vivre avec moi-même si je ne suis pas en accord avec ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il impose Jojo et Jojo devient la mascotte. Et moi, mon truc, c'est de dire je suis exactement d'accord avec Stéphane. Ces gens-là ont le droit de vivre comme nous. Donc du coup, on se retrouve exactement dans le même truc, dans le même projet pédagogique, dans le même flux, sans le vouloir. Après, il y a cette motivation qui est la nôtre de rien vouloir lâcher, et on n'a rien lâché. Et jusqu'à aujourd'hui, on lâche rien, et on lâchera rien. Voilà. Donc, on a sorti beaucoup de jeunes des hôpitaux psychiatriques. Quand je le dis, je le dis pas pour faire mousser, parce que c'est pas le but du jeu, on s'en fout de ça, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais un Alexis, enfermé 8 ans par le procureur de la République, en UMD, unité pour malades difficiles, c'est quelqu'un qui n'est pas censé sortir. Et sa vie, elle est censée être cachetonnée avec ce qu'on appelle de l'hypostimulation, c'est-à-dire où on l'attache de manière très, très claire, 18 heures sur 24, parce qu'il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux psychiatriques, et on le sort un peu dans un jardin où il n'y a personne. Bah Alexis, pendant 8 ans, tous les dimanches, avec Stéphane, on est parti se prendre des droites. On est parti le sortir, on lui a acheté ses macarons. Il était à Clermont-dans-l'Oise, 110 km. On le ramenait jusqu'à Porte-Maillot pour aller voir ses parents. Il nous droitait, il nous frappait. Au bout de 8 ans, on a cassé ce cycle de violence. Aujourd'hui, il est dans une unité au SDJ, dans un appartement. Il vit, il est tranquille, il est heureux. Sa mère est très heureuse, sa famille est très heureuse et on a gagné. Voilà. C'est ça, notre travail, c'est celui-là. Franchement, l'histoire, moi je trouve ça plus qu'impressionnant parce que c'est vrai que on a tendance à avoir une image négative de l'autisme. Et c'est vrai que ces cas-là, généralement, c'est des cas qui nous font peur. Et c'est souvent face à ces cas-là qu'on est confronté dans le quotidien. Et c'est pour ça que dès qu'on nous parle d'autisme, on dit « Ah non, tout de suite, moi, je veux pas travailler avec eux ou je veux pas être proche d'eux. » Et j'ai même vécu, moi, une scène où il y avait un autiste qui était dans une salle d'attente avec moi chez le médecin. Et en fait, ce qui m'avait fait mal au cœur, mais j'ai essayé de le rebooster tout de suite, c'est qu'il m'a dit sa mère, en gros, il était un petit peu agité, il faisait plein de choses en même temps. Sa mère, elle a canalisé, pardon. Et il a dit de toute façon, moi, je peux pas faire telle ou telle chose parce que je suis un handicapé. Et en fait, vu que moi, j'ai vécu en fait, pendant une semaine avec des autistes,
Je sais pas pourquoi, d'un coup, c'est pas que je me suis énervé, mais en fait, je lui ai fait comprendre. Je lui ai dit non, 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 je lui ai dit, il faut que tu enlèves ça de ta tête. T'es pas handicapé, t'es comme tout le monde, t'es comme moi. Et regarde, j'échange avec toi, je joue avec toi, il n'y a pas de problème. Et ce qui m'a vraiment ému dans la finalité, c'est que sa mère, elle m'a regardé à la fin, elle m'a dit franchement, merci. Parce qu'en fait, c'est rare de voir des personnes qui pensent comme ça. Je lui ai dit, mais en fait, madame, c'est totalement normal. En fait, ces personnes-là, limite, elles sont plus humaines que nous, en fait. Et on s'en rend même pas compte dans le quotidien. Et donc, franchement, le travail que vous faites, c'est un travail vraiment incroyable. Et franchement, je suis content que jusqu'à maintenant, vous n'ayez pas lâché l'affaire, parce qu'il faut vraiment des personnes comme vous dans cette société pour aider parce qu'ils font partie aussi de la société, hein, malheureusement. On a tendance à les mettre de côté, mais ils font partie de la société. C'est quoi l'impact que vous avez eu ou vous espérez en fait avec les personnes touchées par ces troubles? Nous, l'ADN du silence des justes, ce que Stéphane a mis en place dès le départ avec Jojo, c'était lui permettre de faire des choix. Quand tu travailles avec des personnes en situation de handicap, je fais exprès de dire des personnes en situation de handicap et pas des handicapés, parce que ça reste des personnes à part entière, elles ont des choix. Le problème dans notre vie, nous, on est des tout-puissants. C'est-à-dire, tu as la toute-puissance médicale du médecin sur le malade. Je suis médecin, tu es malade, c'est moi qui sais. Je prescris, tu prends, tu vas guérir. Tu n'as pas le choix. La toute-puissance de l'éducateur, c'est je suis éducateur, tu es handicapé, tu fais ce que je te demande. Au silence des justes, notre politique, elle est de dire il a des choix car c'est une personne. Et notre travail a toujours été de faire en sorte que son choix soit respecté. Prends dans une institution, c'est pas l'handicapé qui choisit quand il a pissé, c'est nous qui l'emmenons aux toilettes. Il ne choisit pas son activité parce qu'on fait son projet individuel en fonction de ses difficultés, on l'inscrit là ou là ou là ou là, et parce que c'est la loi 2002. Au SDJ, on respecte toutes ces lois-là parce que c'est des lois qui sont codifiées dans notre travail. Par contre, ce qui est mis en avant, c'est le choix du jeune. C'est-à-dire que si le jeune, demain, il ne veut pas aller à l'équitation, parce qu'il en a marre de se taper l'équitation tous les lundis, eh bien, il ne va pas à l'équitation tous les lundis. Et inversement, s'il veut aller... Johan qui rentre dans le bureau de Stéphane et lui dit « Stéphane, je vais aller voir les dauphins à Eilat ». Alors bien sûr, Eilat, c'est pas à côté, il faut l'organiser, mais on fait en sorte que Johan puisse aller à Eilat voir les dauphins. D'accord? Alors, on n'est pas le Père Noël, bien évidemment, on ne répond pas à tout. Il y a des organisations, mais notre ADN, c'est de faire en sorte que le jeune soit au sujet de sa prise en charge. Et quand je dis au sujet, c'est dans tout ce que représente l'humanité, pas dans un mot bidon que tu lis dans un projet PEDA, l'enfant est sujet de sa prise en charge, et puis finalement, c'est pas lui qui décide. Ça, c'est ce que Stéphane a instauré au SDJ. Je pense que les parents sont tranquilles dans la prise en charge, et les jeunes aussi, parce qu'on a ce qui est codifié par l'ARS, l'Agence régionale de santé, mais il y a tout ce qu'on fait à côté du SDJ, qui n'est pas pris en charge financièrement, qui appel au don, au silence des justes, on a besoin d'oser, pour financer tout ce qu'on a besoin d'à côté pour répondre justement à ces choix de ces enfants, au même titre que toi et moi, quand on a envie de se faire un kiff et qu'on ne peut pas. Voilà. Pour nous, c'est très important ça, parce que c'est par ce kiff-là que le jeune, du coup, il commence à évoluer, quand il est dehors avec tout le monde, quand on l'emmène dans un cinéma et qu'il fout le bordel, quand on l'emmène à Eilat ou quand on l'emmène au Qatar et qu'il fout le bordel dans l'avion, et ben, au moins ils sont dans l'avion comme tout le monde, quand il y a des turbulences, et ben, comme tout le monde, ils crient. Bon, ben, ça fait chier tout le monde, mais c'est la vie. Voilà. Et ça, c'est leur choix, il faut respecter ça. Bien évidemment, accompagner, on n'est pas des fous, on ne les laisse pas comme ça. Il y a vraiment tout un staff derrière, mais l'ADN du SDJ, si elle doit se définir, c'est de respecter l'enfant dans ses choix. Et ça, c'est important. Et dans l'accompagnement, en fait, vis-à-vis des enfants ou on va dire, plus adultes, il y a une méthode différente avec l'enfant, l'adulte sur l'accompagnement? Oui, au niveau de l'accompagnement, que ce soit dans la verbalisation, dans l'accompagnement, nous, on est sur du 1 pour 1, alors forcément, c'est optimisé. On est plus sûr du résultat quand tu as un éducateur pour 1 que 1 pour 5 et 1 pour 3. On ne parle pas pareil à un enfant qu'à un adulte, on n'accompagne pas de la même manière, on ne verbalise pas de la même chose, mais ça reste quand même sur la continuité du 1 pour 1, et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on l'a vu sur les cas complexes, je ne parle pas des cas, entre guillemets, autisme atypique, classique, bien stabilisé dans une institution où le jeune peut aller avec du 1 pour 3 ou du 1 pour 5. Oui, parce qu'en fait, je mets ce sujet sur la table parce que des fois, il y a des personnes qui peut-être en fait, aimeraient inscrire leurs enfants justement au silence des justes. Et c'est important, entre guillemets, pour eux de savoir à peu près comment se passe justement l'accompagnement, que ce soit d'un enfant vers un adulte. Donc merci, entre guillemets, d'avoir répondu à cette question. Comment vous réagissez? Parce que je sais que voilà, dans le film... Ah, de quoi? Il est fort aussi. Pardon. Il est bon, il est bon. Non, parce si, que... c'est captivant ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est hyper captivant. Il n'y a pas de blague. Stéphane, c'est pas vrai. C'est captivant. Bien sûr, c'est captivant. Non, De toute façon, même si tu nous mets 4 heures, on ne va pas répéter la même chose. C'est clair. Trop de choses à dire.
Non, après moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous réagissez, parce que je sais que voilà, dans le film Hors Norme qui retrace votre histoire, il y a eu des anecdotes en fait qui ont été particulières et moi qui m'ont interpellé et touché. Je sais qu'il y a une situation par exemple où on a vu cette maman qui est originaire d'un pays d'Afrique qui entre guillemets vient te voir toi, si je me trompe pas, et te dit oui, en gros qui te demande comment ça va pour son enfant et en fait elle t'explique qu'elle elle va retourner au pays parce que l'enfant il est soit atteint je crois qu'il est possédé ou qu'il a quelque chose ou qu'il est carrément envoûté et qu'elle va trouver une solution dans son pays. Et ce qui se passe c'est que tu lui expliques clairement, tu lui dis ben non en fait il est juste autiste en fait c'est pas enfin c'est pas de la sorcellerie ou autre. Et comment avez-vous entre guillemets réagi face à face à ce premier type de situation? Bah, moi, ma première réaction, c'est d'écouter la maman, parce qu'elle a une culture, parce que quand je lui demande de m'expliquer, elle croit au genou du dimanche, c'est pas les mêmes lundi, le mardi il va mieux parce que le genou il a une bonne truc. Et le jeudi, c'est tous les jeudis, Fousseni il va pas bien parce que le genou du jeudi quand même, voilà, je sais pas comment le combattre, j'allume des trucs, mais je lui dis, mais le jeudi, j'ai remarqué que le jeudi après-midi, on faisait une activité, il était complètement épanoui. Ah ben ça doit être que le jeudi matin alors. Je découvre la culture, je la respecte d'abord, parce que c'est important. D'ailleurs, dans le reportage, il y a un truc qui me fait super marrer, c'est que c'est vrai qu'il y a des parents, ils sont tellement démunis que quand dans leur religion, ils ne trouvent pas une solution à leur enfant, ils vont chercher dans une autre religion. Et ça, c'est très fort aussi dans l'idée je crois que c'est Tariq qui montre ça. Et c'est vrai que quand vous recevez une famille et un enfant, c'est vrai que vous, d'abord, c'est l'autisme, mais vous ne pouvez pas déconnecter de ce qu'est la famille, d'où elle vient, de son origine, de ses pratiques, de ses cultures, de son alimentation. C'est d'abord ça. C'est l'autisme, on connaît, maintenant on sait avec Daoud, voilà, on va savoir l'accompagner, l'enfant. On va tenir compte, et peut-être que voilà, il faut tenir compte aussi de ce que nous dit la maman, qu'il soit possédé par des genoux. En vérité, on n'en sait rien. On y croit, enfin, on n'y croit pas, non, parce qu'on arrive à démontrer que même le jeudi, voilà, le genou, il n'a pas d'âme. Voilà, donc c'est en fait, si je résume, vous allez avoir peur, c'est nos comportements à nous qui sont des mauvais chenous, on va dire ça comme ça, je sais pas si on peut le dire. Parce que quand on trouve une solution et quand on accompagne, quand on crée l'activité, au final, voilà, il est plus possédé. Voilà, mais il faudra faire des coupures. Mais c'est d'abord vraiment, les familles sont toutes touchantes les unes des autres. Voilà quoi, c'est... Alors, il y a les générations, ça change. Hier, j'ai reçu un enfant de 4 ans qui vient du Mali et qui a que Daoudi connaît. Il a des établissements qui lui sont orientés avec la MDPH et tout. Donc la mère, elle va voir les établissements, elle croit. Un, il lui dit 2 ans d'attente, l'autre, il dit il faut même pas, je joue même pas sur la liste d'attente. Voilà, il arrive chez moi, il a 4 ans. Alors, c'est quelqu'un qui me connaît, du Mali, qui est un ami à moi, Maliki. Et il me dit Stéphane, on a tout cherché, on a tout fait ce que tu nous as dit, mais il n'y a rien du tout, quoi. Et là, tu es là avec un enfant de 4 ans qui a besoin immédiatement, c'est ça l'urgence absolue, que quelqu'un lui dise ben, on a une solution. Alors, des fois, on ironise hein, dans le film, mais ça n'a pas changé de 2019 à 2023. La journée du 16 décembre, il est 16h, le pédiatre, la psychomote vient dans mon bureau et me dit Stéphane, c'est urgent. C'est exactement, c'est un direct. Si j'avais une caméra, je vais mettre derrière une caméra dans mon bureau. Si j'avais une caméra, on pourrait voir hors norme tous les jours presque. En série. En série. Et comment vous réagissez face aux parents qui pensent à se suicider parce qu'ils ont un enfant autiste? Je les comprends. Parce que je sais que moi, en tout cas, dans mon enfant, je sais que quand on entendait, par exemple, quand on parlait, on avait des échanges plus jeunes, on disait ouais, mais si toi, demain, tu as un enfant qui est autiste, tu réagis comment? Il y en a plein qui disaient moi, je l'abandonne. D'autres qui disaient je sais pas ce que je fais, d'autres qui disaient peut-être que je sais pas. Et en fait, je sais qu'on a vu beaucoup en fait d'images négatives et forcément avec votre expérience aujourd'hui, je pense que vous savez peut-être comment accompagner ces parents-là qui peut-être sont à 2 doigts de passer au suicide parce qu'ils ont un enfant autiste. Parce que après, faut pas cacher une réalité, d'accompagner en fait tout le temps un enfant autiste, c'est quelque chose qui peut être, au quotidien, quelque chose de difficile. Je sais déjà que juste en étant maman, en règle générale, c'est déjà un travail énorme, avec un enfant qui n'est pas en situation de handicap, mais un autiste, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué. Donc vous, comment vous réagissez, par exemple, quand une personne, elle est dans ce cas de figure? Moi, je pense avec Daoud, d'ailleurs, ça fait longtemps, très, très normalement, si on prend en charge que l'enfant, on n'a fait même pas la moitié du travail. On prend en charge la famille, la fratrie surtout. Parce que la fratrie,
c'est souffrant. Si on prend en charge la fratrie et on les accompagne, on leur dit non, on va aussi faire en sorte que votre vie soit belle, vous allez aussi aller dans l'écolo, vous allez profiter aussi de la vie, et votre frère autiste va aller mieux. C'est la réalité quand on prend en charge une famille en fait. La famille devient aussi acteur du projet de vie de leur frère autiste. Mais ça, on a des résultats visibles et tangibles avec Daoud, mais il y en a plein. Donc, il faut faire le travail entièrement. Ce n'est pas que l'enfant que vous prenez en charge, c'est l'enfant et la famille. Et ce qu'on a créé, les appartements avec Daoud, c'est que quand vraiment l'autisme est trop fort, parce que ça arrive et c'est des situations complexes, on prend l'enfant en dehors du cadre familial, mais pas pour écarter la famille, pour ramener la famille dans l'appartement, dans la vie de l'enfant. L'enfant, il a une origine, il a une famille, et couper avec ça, c'est lui enlever à l'enfant. Alors du coup, vous soignez l'autisme, mais vous lui enlevez l'essentiel, c'est la famille. Sur le sujet du suicide, c'est quelque chose qui est présent. D'abord, il faut savoir que dans le monde de l'autisme, il y a 80% de divorces. Il faut quand même le savoir. Souvent, les femmes sont présentes et le papa est parti. Pour les couples qui restent, sont des couples extraordinaires, bien sûr, avec leurs complications. Stéphane le disait tout à l'heure, il l'a dit très simplement, et pourtant c'est quand même très fort, c'est que quand tu as un enfant autiste à la maison, ça touche tout. Ça touche la fratrie, ça touche l'économie de la famille, ça touche la belle famille, ça touche la famille élargie, ça touche le frère, ça touche la sœur. Et tu as des parents, nous on parle des cas complexes de ceux qui n'ont pas d'institution, qui n'ont pas de place. Et la maman s'est battue toute sa vie, donc elle n'a pas travaillé, elle a divorcé, elle est restée avec une petite allocation. Souvent les frères et sœurs ne comprennent pas l'enfant autiste, donc ils font des fois le rôle du père et de la mère. Et puis à l'adolescence, quand tu veux poser un cadre, leur disant tu sors pas, arrête de fumer, fais pas tes conneries, tu te dis mais toi t'as jamais été là pour moi, qu'est-ce que tu vas m'éduquer, tu as toujours été avec l'autre. Donc du coup ça a une répercussion dessus. Et puis arrivé à l'âge adulte, c'est ce qu'on voit nous aujourd'hui, on a une unité pour adultes à Charles-Sébriens, où tu as des mamans qui sont vieillissants, des fois en couple, mais encore une fois très rare, et qui te dit mais moi je préfère me tuer avec lui, parce que je connais le système français, je sais qu'il n'y a pas de place, et s'il n'est pas chez vous, il sera à l'HP, avec le secteur adulte, parce que c'est une réalité. Il n'y a que 3 possibilités. Soit il est en institution, peu importe une masse, maison d'accueil spécialisée femmes, maison d'accueil, masse, maison d'accueil spécialisée femmes, foyer d'accueil médicalisé, ou bien à la maison, d'accord, ou bien en unité psychiatrique. Il y a 3 possibilités. Donc quand tu as une maman qui n'a jamais eu de place parce que son enfant est un cas complexe, et que toute sa vie on lui a dit madame, il n'y a pas de place. Quand tu te vois vieillir, tu te dis mais quand je vais partir, je sais très bien que ni l'oncle, ni le frère, ni ma soeur, ni un tel, et ni ma fille, parce que son mari va lui dire je me suis marié avec toi et pas avec ton frère, et inversement, le truc, les parents, de manière tout à fait légitime, dans ce qu'ils sont eux, te disent mais je préfère partir avec lui. Alors notre travail, bien évidemment, c'est pas de laisser ça comme ça. On a la chance au Silence des Justes d'avoir des psychiatres, d'avoir des pédopsychiatres. On travaille avec le docteur Bankman, on travaille avec beaucoup de médecins qui travaillent sur ce qu'on appelle la guidance parentale. Tout à l'heure, Stéphane disait, on extrait le jeune et après on ramène les frères et sœurs parce qu'on fait de la remédiation, c'est-à-dire qu'on apprend aussi aux frères que ton frère qui est en situation de handicap, il a des choses sympas à t'apprendre. Les autistes ont beaucoup d'humour, les autistes rigolent. Tout à l'heure, tu disais les autistes sont purs. Ouais, les autistes mentent pas. Ils t'aiment pas, ils te disent je t'aime pas. T'es pas beau, ils te disent t'es gros. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas le sens de ce que nous on a derrière. Donc notre travail à nous, c'est de remettre de l'humanité et de la compréhension dans le couple. Après, il y a une réalité, c'est qu'on a beaucoup de parents qui, à un moment donné, se posent la question, et c'est dans le film Hors Norme aussi, où la mère a dit mais qu'est-ce qui va devenir après? Je préfère me foutre en l'air maintenant. Et notre travail, c'est de dire non, vous inquiétez pas. On est là, on va vous aider. Il y a des appartements, d'accord? Il y a, Stéphane a commencé, alors maintenant tout le monde en parle comme si c'était une nouveauté, mais ça fait des années qu'on est dessus, sur les voies de professionnalisation. Donc on a des autistes qui prennent le métro, à qui on a appris de prendre le métro, qui aujourd'hui ont une fiche de paye, donc sont une valeur ajoutée. Ils payent leur impôt ou pas, mais en tout cas ils ont une fiche de paye. Ils payent leur transport en commun, ils vont faire leurs courses, donc ils contribuent à cette société. Notre travail, c'est de voir comment nos jeunes à nous peuvent être une valeur ajoutée. Et quand on a des parents vieillissants et qui voient ça, ils se disent, c'est la version Daoud, alhamdoulilah, et la version des gens, je ne sais pas, mais je peux partir tranquille. Voilà, je suis bien, je peux partir tranquille. C'est important parce que on ne peut pas occulter cette dimension-là de la famille et de la fratrie si on s'occupe d'une personne en situation d'autisme. C'est impossible. C'est impossible.
Et s'il y a des personnes qui aimeraient travailler avec l'association en tant que bénévole ou carrément à temps plein en étant employé, ou même pour les parents peut-être qui aimeraient justement inscrire leurs enfants justement dans votre association, où est-ce qu'on peut vous retrouver? contact@silencedesjustes.fr. C'est net et précis. Ah, il est trop synchronisé ce garçon. Trop. Très connecté. Ah, je te dis, trop connecté. Du coup, forcément, je vais aborder un sujet voilà, qui a donné beaucoup de visibilité et de lumière en fait, sur l'association. C'est le film Hors Normes, qui a été réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano. Vraiment, en fait, ça a été quoi votre ressenti ou le sentiment que vous avez eu clairement quand on vous a dit votre histoire mérite d'être valorisée, mérite d'être au grand cinéma? Ça a été quoi votre réaction quand on vous a dit qu'on allait clairement transformer votre histoire réelle en fiction? On a pris avec Daoud la raison. On a dit il faut qu'on lise d'abord le scénario, évidemment. Ça vient pas comme ça où nous on dit nous d'abord on voulait pas être mis en avant, on voulait que l'autisme soit vraiment sous la lumière. Mais ça c'était déjà le scénar. Mais en fait on les connaît depuis 20 ans avec Daoud Toledano et Nakache. Ils ont déjà fait en 2015 un reportage qui est passé sur Canal+. Le titre était on devrait en faire un film. C'est ça. Donc, ils avaient forcément une hésitation parce qu'ils se sont dit on devrait. Ils en ont fait un et puis ça a été une réussite alors pour eux, mais pour l'autisme aussi, puisque voilà, c'est ce qui nous a permis avec Daoud après pas de commenter le film, parce qu'il n'y a pas de commentaires à faire sur le film, et ça a permis de mettre en lumière toutes les carences qui peuvent exister par rapport à ce qu'on ne fait pas et ce qu'on devrait faire, et ce qui est simple de faire d'ailleurs pour les personnes autistes. Ça a eu un impact justement sur l'association, sur l'aspect financier, la visibilité, vous en avez parlé. Le film il a été justement dans plus de 53 pays, je crois. Mais est-ce que en gros, du moins, ça a apporté peut-être plus de bénévoles, des gens qui sont plus intéressés? Est-ce que sur l'aspect financier, ça a donné plus de possibilités pour les autistes, tout simplement? Le film, il a emmené 3 choses. Au niveau national, ça a emmené un débat à l'Assemblée nationale sur les cas complexes. Donc, qu'on ne voyait pas, qui étaient enfermés à la maison ou à l'HP. Ça a débloqué quand même une enveloppe de 90 millions d'euros. Alors le chiffre est beaucoup, mais c'est très peu. Pour l'ensemble Oui, des bien sûr. territoires. Pour l'ensemble des territoires. bien sûr. Oui. Je préfère qu'on soit bien clair. Ouais. 90 millions d'euros pour le territoire national, pas du tout pour le silence des justes, Ah oui, mais heureusement. ça fait très peu quand tu lis dessus. Ça a mis en lumière le 1 pour 1, c'est-à-dire ce que nous on prône déjà depuis maintenant plus de 20 ans avec Stéphane, c'est qu'il faut dans un premier temps du 1 pour 1 et après du 1 pour 3 ou du 1 pour 5. Et ça nous a donné beaucoup plus de travail forcément, puisque beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de demandes d'aide dessus. Après, financièrement, on aimerait, nous, encore appel aux dons, à ce que l'État nous aide, puisqu'on a une maison à financer avec Stéphane pour la médiation parents-enfants, 500 000 €. S'il y a des gros donateurs du Qatar qui regardent la vidéo, j'espère pas, qui pensent, voilà. 3 fois sans frais, il n'y a pas de problème. Non, voilà, 1 fois sans frère. 3 fois sans frère. Ça vient du Qatar, frère. Pour vous, c'est quand même une réussite, ce film. Bien sûr, mais c'est une réussite parce que il y avait 2 dimensions avec Stéphane qu'on voulait défendre. Depuis 96 et 98 sur le Relais, qui est la deuxième association qui est dessus, on prend des jeunes des quartiers populaires Que vous aidez aussi sur la réinsertion. Voilà, c'est ça. Qui ont de l'empathie énorme. Tout à l'heure, je te parlais de ramasser la merde. Ramasser la merde et se prendre des coups. Il faut avoir de l'empathie, ça, pour sûr. les gens. C'est On sûr. a des jeunes des quartiers populaires qui sont censés, selon notre politique interne d'insertion, tenir les murs, vendre du shit, faire des conneries. Et là, on s'aperçoit que finalement, les plus grands talents, d'ailleurs de businessmen, entrepreneurs, footballeurs, boxeurs, Muay Thai, MMA, viennent de nos quartiers populaires. Et on s'aperçoit que les meilleurs éducateurs viennent aussi de nos quartiers populaires. Avec Stéphane, et le docteur Assouline, il faut saluer ça, on a pris un risque, c'est de se dire que ces jeunes des quartiers-là peuvent faire le travail des éducateurs et encore mieux sans diplôme. Alors après, ils sont diplômés forcément, puisque le but du jeu, c'est qu'ils deviennent compétents. Il y a un aspect théorique à donner, et c'est ce qu'on a fait au SDJ. Donc tout le monde est diplômé, on peut rentrer sans diplôme, ça c'était au Relais, mais on en ressort avec un diplôme. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des valeurs ajoutées dans notre société. On a des éducs, des chefs de service, on a des directeurs qui sont mariés, payent et contribuent à la société française. Et au début, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? On ne sait pas. Voilà. Donc ça a été aussi une porte, et c'est une porte d'insertion professionnelle, le fait de pouvoir permettre à ces gens-là de devenir acteurs avec nos jeunes les plus complexes. Donc ça a apporté beaucoup de choses, ce film. Voilà. Bah, je vous souhaite encore énormément de réussite par rapport à ce projet, parce que les autistes, ils en ont besoin. Et justement, dans l'évolution, toujours dans la direction de la réussite, il y a Tariq Ben Salah qui rentre justement dans le sujet, qui a fait un documentaire La réussite à 3. qui justement a fait ce documentaire qui s'appelle Le silence des autres, qui sort le 7 décembre précisément au Grand Rex.
chose qui n'est pas rien, c'est quand même impressionnant. Tariq, est-ce que tu veux bien nous parler de toi, déjà te présenter très brièvement, dire qui tu es, ce que tu as un peu fait, et surtout parler de ton expérience pendant tout l'accompagnement que tu as eu avec justement Daoud et Stéphane pour pouvoir réaliser ce documentaire. Alors moi je suis Tariq Ben Salah. Qu'est-ce que je peux dire de moi en quelques mots? Je suis un ancien travailleur social, donc j'ai bossé vraiment des années en ESAT, en MAS, en foyer d'hébergement. Et en parallèle, j'étais cadreur. Moi, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avec le film La Haine et Toledano et Nakash. Après, voilà, ça c'est un peu ma vie. J'ai toujours voulu réaliser, toujours voulu mettre en lumière des personnes qu'on ne voit pas, donc forcément le handicap. Faut savoir que la première fois que je réalise, c'est en 2011. Le handicap et l'autisme, c'est pas top, surtout en tout cas à l'image à l'écran. Moi, je suis pas un grand orateur. Je vais parler longuement avec des amis, avec des proches, mais par contre, faire des conférences, des tables rondes, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien mettre en image. Voilà. Et puis voilà. Alors, ça n'a pas été très complexe de faire ce documentaire parce que Daoud et Stéphane m'ont donné la possibilité une carte blanche de réaliser ce document. Ils m'ont dit voilà, on a un sujet à traiter, tu fais ce que tu veux. Alors je dis ok, mais maintenant il me faut des familles, il faut une structure. Je dis ouais, pas de souci, tu as. En fait, c'était vraiment très facile. Bon, Daoud, c'est vrai que je communique plus avec lui sur les réseaux sociaux, hein, sur WhatsApp. Il parle très très vite. Ça va très très vite. Tu peux me le confirmer, Stéphane, hein. Je veux un truc, dans la minute, je vous jure, j'ai la réponse. Ça n'entend pas, donc c'est direct. Donc ça a été vraiment très très simple. Alors évidemment, le sujet il est très sensible parce que on interviewe des familles. Les familles ils ont une vie, donc s'ils doivent venir, ils doivent faire garder leurs enfants. S'ils peuvent pas venir, ils viennent pas, donc on peut pas aller chez eux. Et le thème du documentaire, c'est vraiment de comprendre pourquoi ces familles quittent leur pays d'origine et viennent en France en pensant que la France c'est l'Eldorado. Et quand Daoud et Stéphane m'ont parlé de ça, je dis en fait on va le raconter, on va l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et parce qu'on va éviter justement ce flux pour que les familles arrêtent de croire que la France est un Eldorado, parce que la France, elle est déjà saturée depuis très longtemps. Donc on vient rajouter ces personnes qui font tout pour leur enfant, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est qu'ils feront tout pour leur enfant. Stéphane le disait tout à l'heure, ils vont aller dans la religion, et quand ils ne vont pas trouver de solution dans leur religion, ils vont voir dans la religion du voisin. C'est une citation qu'avait dit le docteur Assouline dans le documentaire. En fait, quand les familles quittent leur pays pour sauver leurs enfants et viennent en France, donc sachant que c'est déjà saturé, en fait, ils trouvent une autre galère. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact en France, pas de maison, pas de quoi manger. Donc forcément, comme tu disais Daoud, certaines se prostituent pour gagner de l'argent, pour sauver leur enfant. Et puis moi qui ai une expérience avec le SAMU social, le 115, donc ces gens-là, je les avais au téléphone. En leur disant, voilà, nous, on est désolé, en fait, on est démunis à des structures qui sont saturées. Donc moi, madame, je suis désolé, vous avez un enfant de 4 ans, je suis désolé, moi, la réponse que je vais vous donner, c'est qu'il n'y a pas de place. Donc c'est une autre galère. Donc rajouter en plus la complexité de l'enfant, du handicap, de l'autisme, et en plus de là, trouver une solution pour qu'il se repose, parce qu'au final, quand ils viennent ici, c'est qu'ils cherchent du répit pour elle et pour l'enfant. Donc voilà, le film raconte ça, et l'idée c'est que dans ce film, le but du Silence des Justes, c'est aussi de trouver une solution, de former à l'étranger, pour que les gens évitent de venir en France ou dans un autre pays, pour qu'ils puissent être formés. En fait, avec Stéphane, ce qu'on se dit, c'est que les demandes ne s'arrêtent jamais, en fait. Et le but, c'était de remonter au début de la rivière. Pourquoi ça ne s'arrête pas, en fait? Ouais. Et quand tu remontes le pourquoi ça ne s'arrête pas, c'est qu'en Afrique, forcément, on le sait, ils sont moins bien lotis financièrement que ce que peut l'être l'Europe. Et pour autant, ce sont des gens qui ont envie de rester dans leur pays. Nous, on a vu des familles qui ont divorcé alors qu'ils n'avaient pas envie de divorcer. Mais il y en avait un qui devait se sacrifier pour leur enfant. On a vu des gens qui ont traversé la mer et qui ne sont jamais arrivés ici. Tout à l'heure, tu parlais de prostitution. Il y a des mamans qui gardent leur enfant dans des hôtels toute la journée parce qu'il n'y a pas de place, ferment la porte le soir, vont prostituer pour s'acheter à manger. Alors, on n'a pas de dispositif. Quand on dit c'est saturé dans ce que veut dire le mot. C'est-à-dire que nous, on manque de 52 000 places déjà ici en France. Quand vous avez un flux immigratoire qui vient avec des mamans qui ont laissé leur enfant, entre guillemets, neurotypique, normal, au pays et qui vient se sacrifier ici et qui retourne à un moment donné où l'enfant vient ici
et qui lui dit mais ça fait 5 ans que je t'ai pas vu, 6 ans que je t'ai pas vu, tu m'as manqué, mais finalement, voilà, je connais pas ma maman. C'est des histoires tragiques que nous on vit. Quand la maman elle arrive chez Stéphane et qu'elle pose son enfant et qu'elle lui dit vous le prenez sinon je vais au périph' et je saute, et que la maman vous dit je viens du Maghreb, c'est des réalités. Et quand vous la questionnez, c'est une maman qui avait une société, qui était comment dire, coiffeuse, qui avait un salon de coiffure, qui avait 2 voitures, qui avait un pavillon, qui avait de l'argent et qui était bien. Alors, mais pourquoi elle vient ici? Parce que là-bas, il n'y a pas. Donc soyons intelligents, partons là-bas, formons là-bas, montons des compétences. Et il y en a des compétences en plus là-bas. C'est qu'ils ont besoin d'outils, de connaissances, mais des compétences, il y en a. Ça, on sait faire. Donc, Silence des Justes, on a un centre de formation qui est agréé, on a des professionnels, on peut se déplacer. Alors, on parle du SDJ parce que c'est nous, mais on en a d'autres qui peuvent aller dans ces pays-là. Évitons ces drames, c'est des drames humains. On n'est pas du tout dans quelque chose de grave. Quand vous avez des gens qui passent la Méditerranée et qui coulent dans la Méditerranée, on a perdu une vie, quoi. Quand vous avez une maman qui est mère de famille, qui a 40 ans et qui vient pour son enfant, je suis désolé, qui est obligée de faire le trottoir le soir pour donner à manger à son fils, c'est dégueulasse. C'est très grave. Bah ouais, c'est pas des sujets à la légère, quoi. C'est des vrais sujets. Et Stéphane Benamou, sans le vouloir, en parlant avec Tariq, a donné le titre de ce documentaire-là, Le silence des autres, parce que les mères ne diront jamais ça. Exactement. Les mères ne diront jamais « je ferme mon enfant et je me prostitue ». La mère ne vous dira jamais « j'ai divorcé de mon mari parce que je voulais sauver mon enfant et que mon mari voulait rester au pays ». La mère ne vous dira jamais « j'ai abandonné un enfant sain, c'est neurologiquement parlant, pour aller m'occuper de celui qui est le plus en difficulté ». Et ça, c'est un silence. Donc, sans le vouloir, Stéphane a donné le titre parfait, Le silence des autres. Et c'est ça que raconte ce documentaire. Ah, je pourrais faire de la politique. Je voulais... Ah, vous avez vu, Stéphane? Je voulais poser la question, comment donner envie, mais je crois que tout a été clair pour donner envie aux gens de venir voir le documentaire, mais je crois que c'était très très clair. À part si tu veux peut-être rebondir, parce que je pense... Je crois que Daoud, il a bien conclu, hein, mais moi je lui décerne le titre, s'il peut être président de l'ONU, l'organisation mondiale des autistes unis. Voilà, et qui met en avant, parce qu'il va y avoir la clé, il manque juste une chose là-dessus, il manque une chose, c'est que les politiques dans tous ces pays suivent aussi, parce que c'est vrai que Daoud il a raison, c'est la formation qui va éclairer, parce que la formation, les gens ne sont pas bêtes dans les autres pays, et on n'est pas plus intelligent qu'eux. Donc on apporte des équipes de formation, on les forme. Et on apporte même des professionnels là-bas. Et à partir du moment où les politiques aussi se saisissent, parce qu'il va falloir que les politiques, elles suivent les politiques sanitaires de chaque pays. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à ce que tu devrais être le patron de l'ONU, parce qu'en même temps, voilà, tu vas pouvoir encourager les... Je vais déposer mon CV. Ouais. Ah, tu peux le déposer. En tout cas, moi, je suis convaincu que ça marcherait. Candidature spontanée. Candidature spontanée, on va l'envoyer. C'est parfait. Faire une pétition, on va voir si on est soutenu. On arrive à la fin de cette interview. J'ai vraiment une dernière question à vous poser. C'est qu'est-ce que vous direz encore aux personnes qui se limiteraient à s'intéresser un peu plus au monde de l'handicap tout court, parce que ça en fait partie, mais aussi surtout au monde de l'autisme. Et qu'est-ce que vous direz en fait aussi aux personnes qui aimeraient peut-être venir, pour motiver les personnes, à venir peut-être travailler avec vous et suivre cette belle aventure. Parce que je pense que vous avez toujours besoin de personnel pour pouvoir justement faire évoluer cette association qui est juste magnifique. Et qu'est-ce que vous direz à ces personnes-là? Moi, je leur dis que s'ils veulent tenter, il faut qu'ils viennent. Nous, on a le silence des justes, anciennement, s'appelait Oa Yaakov. Yaakov, c'est la tente de Yaakov qui est ouverte par les 4 points cardinaux dans le désert. Rentre, sort, passe par là. Donc passe, on verra bien. En fait, ça s'adresse à beaucoup de catégories. Quand on a 16 ans, 17 ans, on passe un BAFA, on peut aider l'autisme en accompagnant dans les centres de loisirs ou les colos inclusifs. Là, on fait les colos avec Daoud au ski un peu partout et on propose des animateurs. Donc, on forme les animateurs, mais ça, on peut en former beaucoup. Il y a cette tranche d'âge-là où on est étudiant aussi, où on peut accompagner un enfant autiste pour les week-ends apprenants. Donc, il y a plein de sujets, il faut nous contacter. J'ai aimé tout à l'heure contact@lesilencedesjustes.fr. En fait, on traite tout là-bas dans ce contact-là. Il faut vraiment, voilà, il y a beaucoup de sujets et il y a beaucoup d'aide qu'on a besoin, même pour les fratries, les familles. On a besoin de beaucoup d'aide. Je me permets, Stéphane dit qu'on a besoin de beaucoup d'aide, il faut rajouter, parce que ça fait partie de mon travail, d'aide financière pour pouvoir réaliser ça. Oui. Non, mais c'est important, c'est important. Internet, il y a un QR, c'est important. y aller. Il n'y a pas de bidons, il y a des des millions, grands, on en fera des actions. Voilà, si vous avez quelqu'un du Qatar, Il parle que du Qatar tout à l'heure. C'est vrai qu'on a rencontré un émir et puis c'est vrai que on aimerait bien, c'est grandiose quoi. Mais bon après voilà quoi.
tout va au va PSG, venir. donc ce serait pas mal de Bah, bien justement, faire. nous, on a un enfant du Silence des Ouais. Plus qui joue au PSG, mais joue au PSG. il n'est pas financé par le Qatar, quoi. Il faudrait traduire le doc en russe, en arabe, Et en en anglais. hébreu, C'est prévu. en anglais. Ouais. Bon, en français, il est en français, mais voilà quoi. Voilà. Sous-titré en français aussi. Voilà, parce qu'on a besoin de montrer à ces pays. Hors norme, ils l'ont fait en russe. Hein. Il Ouais. est passé en russe, hein, hors norme. C'est extraordinaire en Il russe. est extraordinaire, c'est super marrant. Ouais, c'est On très très comprend marrant. rien. On n'est pas loin en russe, ça donne quelque chose de chaud quand même. Ben, en tout cas, vraiment, merci à vous. Merci d'avoir justement pu parler de votre association, de mettre en avant tous les points justement importants de cette association, de la cause que vous mettez, que vous défendez. Je suis content, en tout cas moi, à titre personnel, de vous avoir rencontré, parce que j'ai été touché, comme j'ai dit, voilà, par l'histoire d'Hors Normes, parce que c'est votre histoire. Mais bon, c'était pas vous les acteurs dans le film, mais de rencontrer vraiment les acteurs de la vie réelle, c'est juste un kiff. Tariq, pareil aussi, au plaisir de te rencontrer. Enchanté. Et j'espère qu'on pourra encore faire énormément de choses ensemble, se rencontrer, discuter, échanger. N'oubliez pas, c'est le 7 décembre au Grand Rex. Réservez votre place, venez pour Le Silence des Autres. C'est un documentaire, comme vous avez pu le voir, qui a l'air plus qu'intéressant. Et j'ai envie d'avoir ma petite place tout devant pour regarder ça avec des yeux d'enfant et vraiment tout analyser et être vraiment le mieux possible en fait placé pour pouvoir justement méditer et regarder ce documentaire. Merci à vous. On se dit à très très vite. Venez le 7 décembre, parce que vous avez kiffé Hors Normes, vous allez surkiffer Le Silence des Autres. Qui que tu sois, la seule chose qui va te manquer, c'est le film de Tariq. Il faut vraiment le voir. Pas au-delà du 7 décembre, parce qu'on n'a pas assez de place déjà. Mais il faut vraiment voir ce film. Ouais. Et il ramène les popcorn. Il a raison, Daoud, des popcorn. N'hésitez pas justement à suivre l'actualité de l'Actu Clap. Comme vous le savez, on essaie toujours de vous proposer des interviews avec une qualité incroyable. Et n'oubliez pas qu'on est dans l'Actu Clap car c'est l'actu. Merci à vous. Ciao la famille.